Bonjour et bienvenue sur l'Espace Proactif. Martin avec vous pour cette nouvelle édition vidéo. Plaisir de vous retrouver comme d'habitude. Nous sommes jeudi le 20 juin. Cette vidéo sera disponible demain vendredi le 21. On va démarrer avec quelques graphiques à vous présenter au niveau des marchés boursiers, certains marchés bien sûr. On va en discuter et ensuite, on va regarder les nouvelles qui ont attiré mon attention depuis les 2 dernières semaines. Nous sommes dans une phase où j'ai très peu de contenu à vous offrir, particulièrement la semaine dernière, et j'attends d'accumuler un contenu de qualité avant de vous le présenter. C'est ma politique. J'espère que vous appréciez. Donc, on en parle déjà depuis plusieurs semaines. Le yen japonais, nous avons vu la Banque centrale japonaise prendre des mesures drastiques, imprimer des milliards et des milliards de liquidités de yens japonais pour tenter de freiner la problématique qu'ils vivent actuellement, c'est-à-dire une perte de pouvoir d'achat sur leur devise nationale versus le dollar américain, parce que ça a un impact énorme au niveau négatif sur leur économie et productivité. Et parlant de productivité, on va regarder ensemble quelques graphiques que j'ai à vous présenter dans quelques instants. Et aussi, parlant de productivité, si vous avez regardé la dernière vidéo que j'ai faite il y a 2 vendredis en arrière, on parlait du manque de productivité du côté du Canada et que ça avait un impact négatif au-delà de l'immigration qui est fortement mentionnée, qui a un impact négatif au Canada sur l'immobilier et autres de la part des politiciens particulièrement. Je vous mentionnais à quel point la productivité est ce que nous devons regarder parce que c'est vraiment là où on a un impact, qu'il soit positif ou négatif, sur nos économies. Et vous allez voir aussi que l'Europe est dans une position difficile en ce moment lorsqu'on compare par rapport à la productivité américaine. OK? Donc, qu'avons-nous vu dans le courant des derniers jours? Eh bien, la Banque centrale du Canada a pris une position où elle a diminué son taux directeur d'intérêt de 0,25 %, c'est minime, mais on tente d'envoyer le signal qu'on veut stimuler l'économie avec une diminution des taux. Mais comme vous le savez déjà, une diminution de taux égale augmentation de l'inflation. Donc, vous allez voir une perte de pouvoir d'achat dans la devise du dollar canadien. Et par le fait même, ça va se refléter versus le dollar américain. Pourquoi? Parce que le Canada et, en fait, les États-Unis sont le partenaire économique principal des Canadiens. Et vous avez compris que si notre devise se dévalue, la bonne nouvelle, c'est que ça aide nos exportations. Par contre, ça endommage nos importations. Et par le fait même, donc, vous comprenez que tout ce qu'on doit acheter qui provient de l'extérieur augmente en prix, incluant le pétrole et autres. Donc, vous avez compris ce qui va se produire. Il y a toujours un délai entre les prises de décision et le résultat dans la rue, sur le terrain, mais vous avez compris que c'est la direction à venir. Pourquoi? Parce que le Canada, encore une fois, est fortement exposé au risque du secteur immobilier qui génère énormément de travail pour les travailleurs de la construction. Et au-delà de tout ça aussi, on sait qu'il y a un besoin d'augmenter alors que la population augmente. Mais les gens n'ont plus les moyens de payer les prix de l'immobilier actuel au Canada. Et on tend aussi du côté du secteur bancaire à mettre sur pied des nouveaux produits financiers complètement débiles pour tenter évidemment de stimuler les emprunts. Et je crois que les gens sont coincés à la gorge jusqu'ici, même jusqu'au menton, ça dépasse la gorge, ou probablement même jusqu'ici. Et par le fait même, donc, je ne m'attends pas à ce que cette stimulation-là soit suffisante pour vraiment motiver les acheteurs ou les contracteurs à bâtir davantage. Donc, on en parlera dans les prochaines semaines. Maintenant, pourquoi je reviens maintenant à l'écran avec la présentation du yen japonais versus le dollar américain? Eh bien, encore une fois, la productivité qui a un impact. Et comme vous le savez, dans les dernières semaines, on en avait parlé, la Banque centrale japonaise a pris des mesures drastiques où elle a créé de la liquidité pour tenter de freiner en fait l'impact négatif de la perte de valeur du yen japonais versus le dollar américain. Qu'est-ce que je vous avais dit à l'époque? Et d'ailleurs, c'est présenté par les petites flèches jaunes que j'avais présentées à l'époque. Je vous avais dit, c'est inévitable. Le prix va retourner encore à la hausse, comme vous le constatez, et la banque japonaise devra prendre d'autres mesures. Donc, ce que nous voyons
voyons, là, je peux vous faire une analogie relativement simpliste, c'est que les États-Unis, depuis longtemps, ont la capacité d'exporter leur inflation parce que leur devise est la devise principale d'échange économique dans le monde. Donc, ils ont eu un net avantage sur les autres pays depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, vous allez voir aussi que cet avantage-là est en train de s'amenuiser, est en train de diminuer et que par le fait même, vous avez les pays du BRICS qui prennent des positions contraires et qui se positionnent d'une autre manière et vous allez comprendre que ça a un impact hyper négatif parce que toute cette liquidité-là va vouloir retourner aux États-Unis à terme et vous allez avoir une hyperinflation qui va se mettre de ce côté-là. Mais nous sommes dans une année politique, dans une année électorale. Vous savez qu'il y a beaucoup de manipulations au niveau de la Banque centrale, des politiciens et autres. Donc, on va voir comment tout ça va se dérouler. Mais pour l'instant, l'impact négatif n'est pas aux États-Unis et il est à l'extérieur des États-Unis, dans les pays de grande production qui utilisent encore le dollar américain pour faire des échanges économiques. Donc, attendez-vous potentiellement à avoir encore une fois une impression monétaire qui va se mettre en place du côté du Japon pour contrer le mouvement haussier qu'on est en train de voir. Ce n'est qu'une question de temps en ce qui me concerne. Et comprenez bien ici que je ne donne aucun conseil financier, je ne fais qu'émettre mes opinions, mais vous voyez clairement la tendance et on peut s'attendre à ce que la Banque centrale refasse exactement la même chose. Ils n'ont pas d'autre choix, sinon leur économie est morte. Donc, vous allez avoir des impressions monétaires en conséquence importantes. Et encore une fois, tout cela crée une augmentation de la dette au niveau global. Vous allez le voir dans quelques instants. Donc, le yen japonais qui est en train de perdre énormément de puissance. Je pourrais vous montrer le même graphique versus le dollar canadien versus l'Europe. L'Europe aussi qui a pris une direction de vouloir diminuer ses taux d'intérêt, ce que la Banque centrale américaine, la Fed, n'a pas fait lors de la dernière présentation. Donc, vous comprenez très bien que là, il y a un déséquilibre qui est en train de se mettre en place et vous allez avoir une augmentation de l'inflation qui va se poursuivre dans les prochains mois et par la même réaction, vous allez avoir évidemment des gens qui vont chercher des valeurs refuges, dont l'or, l'argent, Bitcoin et autres valeurs, comme j'en ai parlé depuis plusieurs années déjà. Donc, l'or qui prend une position haussière aujourd'hui après avoir fait un mouvement baissier dans les dernières semaines. Vous voyez qu'on consolide actuellement entre le dernier sommet de 2440 environ, aller à 2285. On devra évidemment avoir de l'engagement pour être capable de dépasser le dernier sommet, mais le mouvement est impressionnant. Aujourd'hui, on a une poussée relativement forte. Ça se transmet aussi du côté de l'argent qui bouge avec beaucoup plus de volatilité. Donc, nous avons eu une correction saine, ce qu'on appelle en anglais un market breath, donc la respiration du marché qui prend une pause, qui se retire et qui pousse à nouveau. Va être intéressant de surveiller les volumes de transactions pour venir défoncer en fait les 32,50 US l'once. On sait très bien que l'argent, de toute façon, à long terme, il y a une sous-production versus la demande. Et vous allez voir encore une fois dans quelques instants pourquoi c'est important de comprendre le secteur minier, particulièrement aujourd'hui. Et c'est la raison principale pourquoi nous avons des infolettes de qualité qui sont écrites par nos analystes, Eric et Patrick, et qui sont disponibles sur notre site web pour pouvoir vous guider dans cette direction-là. Et vous allez voir que, encore une fois, les positions sont gagnantes, particulièrement dans les matières premières en ce moment. On est dans un super cycle de matières premières et vous allez voir que ça va se poursuivre du côté de certaines commodités comme l'or, l'uranium et autres. Reste à choisir, par contre, les bonnes sociétés et les bons investissements, n'est-ce pas? Donc, on continue de pousser du côté de l'argent. Du côté du ratio maintenant, BTC-USD, vous voyez qu'on est toujours dans une consolidation. L'autre mouvement qui est intéressant à suivre, vous savez, c'est un de mes graphiques favoris, c'est le ratio or-argent qui doit diminuer. Et après avoir eu encore une fois un mouvement haussier, beaucoup de bris ici, qui présentait justement le changement de direction pour les traders. Ils reconnaissent les indications ici. Alors, on a eu un bris de mouvement haussier. On retourne à la baisse et comme je l'avais mentionné
sur notre fil Twitter et Telegram il y a plusieurs semaines en arrière. Notre objectif est de retourner tester les 62 de ratio, donc énormément de mouvements à venir du côté de l'or et de l'argent, particulièrement de l'argent versus l'or, comme vous pouvez le constater. Donc, ça va être intéressant de venir traverser le 72,58 en premier pour continuer notre mouvement baissier vers les 62 de ratio. Le marché des actions qui continue de monter. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le marché s'attend à ce qu'il y ait une augmentation de l'impression monétaire. Nous sommes en fait dans un secteur où les banques centrales versus les politiciens vont tout faire aussi pour essayer de stimuler l'économie. Et par le fait même, qui remporte la palme? Eh bien, les matières premières, donc les secteurs de commodités explosent et vous avez le marché des actions qui continue de monter. Maintenant, ne perdez pas de vue que le S&P maintenant est contrôlé par 7 entreprises qui explosent en valorisation, donc toujours les mêmes, incluant maintenant NVIDIA et vous avez Google et autres. Mais la réalité, c'est que les autres sociétés des 500, donc les 493 qui restent, très peu performent et la grande majorité sont en baisse. Donc, on voit clairement que le chiffre ici du S&P 500 ne reflète pas la réalité, en fait, de l'économie. Par contre, nous avons des indications qui mentionnent que la productivité augmente aux États-Unis. Donc, ça va être intéressant de surveiller ça. Le pétrole a continué d'augmenter. Le dollar index a continué d'augmenter du côté des États-Unis. Encore une fois, ce n'est pas autant le dollar index qui continue sa hausse, c'est les autres devises qui sont pénalisées par le fait même. Le dollar index continue d'augmenter. Donc, j'espère que ça vous donne certaines infos au niveau graphique. Maintenant, on va y aller en rafale avec les nouvelles avant de passer à la connerie de la semaine. Moment que vous attendez tous avec grands intérêts, je sais très bien. Donc, nous avons une augmentation, comme vous le constatez, de la dette au niveau national aux États-Unis. Et que ce soit du côté du Parti républicain ou du Parti démocrate, ce que vous êtes en mesure de constater, c'est que la dette continue d'augmenter. Trump, d'ailleurs, dans les dernières années, continuait d'augmenter la dette. Les politiciens n'ont aucun intérêt à vouloir couper, en fait, la dette. On se croise les doigts et on espère simplement que l'explosion des marchés boursiers et l'implosion, en fait, de toute l'économie de notre pays ne tombe pas alors que nous sommes dans le pouvoir politique. Donc, on continue de pousser la dette et vous avez compris que ce graphique-là se présente tout aussi bien dans les pays où vous demeurez. Il y a très peu de changements de ce côté-là. Maintenant, au niveau des mines, merci à Eric encore une fois d'avoir partagé avec moi cette superbe graphique. On comprend que lorsqu'il y a une forte demande qui s'installe dans un secteur, que ce soit exemplaire, eh bien, si on prend, même vous allez voir, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une analogie par rapport à l'argent, parce que l'argent est encore plus en déficit en ce moment en demande que l'or. Il y a un déficit, alors qu'on sait très bien que depuis 4 ans, il y a beaucoup plus de transactions de fait, de demandes sur l'argent papier qu'il y a d'argent disponible physique. Et par le fait même, les nouvelles technologies en demandent fortement. Donc, nous avons 4 années actuellement sur le marché de l'argent de déficit versus la demande au niveau physique, je parle bien ici. Et donc, s'il y a un déficit et que les prix ne sont pas supportés pour continuer l'exploration, pour continuer l'extraction et autres, eh bien, vous avez compris que dû à la diminution des revenus ou la stabilité des prix et des revenus dans les sociétés minières, tiens donc, je veux vous faire rire aujourd'hui. Donc, vous avez bien compris que si les revenus n'augmentent pas du côté du secteur minier dans les sociétés d'extraction minière, eh bien, qu'est-ce qui se produit? On diminue l'injection on diminue en fait l'injection d'argent qu'on est prêt à mettre pour l'exploitation et aussi l'extraction. Donc, par le fait même, ce qu'on fait, c'est qu'on met tout en attente, on produit avec la meilleure gestion de revenus possible et lorsque les prix augmentent, eh bien là, nous avons la capacité avec les ventes accumulées de pouvoir développer des nouveaux projets, de faire de l'exploration et autres. Et vous avez compris ici qu'avec le graphique présenté, on parle d'environ 18 ans de période nécessaire pour vraiment redémarrer
ou démarrer des nouvelles mines. Donc, à partir du moment où le marché reconnaît qu'il y a un déficit entre la demande et l'offre, ça prend plus de 18 ans avant que les sociétés soient capables de venir soutenir la demande et revenir à un taux où ils ont la capacité d'extraire et de mettre au marché ce que le marché demande. Donc, imaginez à quel point les prix risquent d'exploser dans certaines matières premières, tout simplement parce que la demande est trop forte versus la production en route. J'espère que vous avez bien compris. Et bien sûr qu'une de ces matières-là, c'est l'argent, comme vous le savez. Ça fait déjà assez longtemps qu'on en parle. Maintenant, les consommateurs américains, malgré qu'ils sont frileux, en fait, sur la qualité de l'économie, ça demeure pas moins qu'ils continuent d'être très stimulés par le marché des actions boursières. Et là, on est en train de voir que du côté des marchés boursiers, les consommateurs américains demeurent relativement optimistes et même cet optimisme-là continue d'augmenter en date du 31 mai 2024. 40,5 des consommateurs étaient confiants. Encore une fois, hein, c'est de l'ignorance et d'une certaine manière, je le dis gentiment, on préfère tout simplement être dans un aspect d'espoir que de voir la réalité en face. Donc, c'est tout ce qu'on est en train de voir maintenant. La nouvelle la plus importante qu'on attendait depuis longtemps, on le savait très bien que tout cela s'en venait. On en a parlé depuis plusieurs années, mais là, l'Arabie saoudite avait un contrat de 50 ans, en fait, avec les Américains pour continuer de vendre le pétrole saoudien en dollars américains. Cette entente-là s'est terminée le 9 juin 2024. C'était une entente de 50 ans et l'entente n'a pas été renouvelée. J'espère que vous comprenez l'impact majeur de cette nouvelle-là, alors qu'on s'y attendait, mais il n'y a pas de renouvellement d'entente. Donc, vous comprenez que l'Arabie saoudite s'est collée du côté des pays du BRICS, a fait le doigt d'honneur à Biden. J'en avais parlé il y a plusieurs mois en arrière pour ceux qui nous suivent d'une manière régulière. Et là, on a le résultat de ça. Donc, vous comprenez encore une fois qu'il y a un exil des pays face aux obligations de trésor américains. Et en plus de tout ça, eh bien, on ne veut plus utiliser le dollar américain dans les échanges économiques. Et le pétrole étant la matière première la plus importante sur la planète, si les Saoudiens décident de ne plus aller de l'avant et d'accepter en fait des échanges de autres devises que le dollar US, alors que ce contrat-là n'existe plus, ben, c'est la mort du dollar US tel qu'on le connaît. Et encore une fois, comprenez bien que tout ça va prendre un certain temps avant de se mettre en place, mais vous comprenez que tranquillement, hein, les clous dans le cercueil s'accumulent depuis plusieurs années. On est en train de voir les résultats de tout ça. Autre point important concernant l'Arabie saoudite, eh bien, ils ont pris la décision de se positionner aussi du côté de la Banque des règlements internationaux et avec la Chine pour l'implantation d'une devise digitale centralisée, contrôlée par les États. Donc, c'est le projet qui est mis en place du côté des pays du BRICS. On sait très bien que les autres pays veulent suivre la parade. On peut s'attendre à ce qu'il y ait une campagne de propagande qui va venir dans les prochains mois pour tenter de déstabiliser les investisseurs, contribuer dans des solutions décentralisées telles que Bitcoin. Mais au bout du compte, l'objectif, on le sait déjà depuis très longtemps, c'est d'aller vers des devises numériques centralisées. Et on voit clairement que l'Arabie, maintenant, s'en va du côté du BRICS pour ces positions-là. Maintenant, rien de nouveau pour nous tous. Par contre, c'est intéressant de voir que ça fait maintenant les médias de masse aux États-Unis. Il y a vous avez la firme de consultants Claros qui a fait l'analyse de plus de 4000 banques américaines et on parle ici d'une centaine, potentiellement, voire beaucoup plus de banques qui sont en risque de défaillance au fil des prochaines semaines et des prochains mois. Donc, vous le savez déjà, on en avait parlé, leur exposition au marché immobilier commercial, le niveau de risque qu'ils ont pris dans les prêts qu'ils ont faits, les gens qui sont en train de faire faillite, qui ne remboursent pas les prêts qui ont été pris auprès des banques, eh bien, tout ça expose le secteur bancaire, ce qui demandera encore une fois un pardon de la part des
différents politiciens et par le fait même, donc, une impression monétaire qui accélérera tout simplement, comme on l'a vu en 2007-2008. C'est comme ça. Maintenant, la productivité qui continue d'augmenter avec force du côté des États-Unis versus l'Europe versus la Grande-Bretagne aussi. Et c'est ce qui vient renforcer, encore une fois, le dollar américain versus les autres devises. Mais vous avez compris qu'à terme, c'est le dernier soubresaut de vie du dollar américain avant sa perte. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est la dernière devise à tomber. Les autres tombent en premier en valeur et le dollar américain est le dernier. C'est le dernier des dominos. C'est ce qu'on est en train de voir. Donc, on peut s'attendre à une augmentation de la force du dollar américain versus les autres devises. Et ensuite, il y aura une transformation vers d'autres outils monétaires. Du côté maintenant des devises fiat, donc des devises imprimées de toutes pièces, on voit ici un graphique intéressant qui frappe plusieurs pays différents où la perte pour l'équivalent de 2,6 milliards d'individus sur la Terre, sur une quantité de 8 milliards actuellement, je ne sais pas combien qu'il en meurt pour l'instant, après ce que nous avons vu en 2021. Donc, on est probablement passé de 8 milliards d'humains à probablement moins. Cela dit, on voit clairement que sur une période même uniquement de 4 ans, une grande quantité de devises fiduciaires ont perdu en moyenne plus de 45 de leur valeur sur les 4 dernières années. Et c'est un impact majeur sur les pays qui sont énoncés ici. Comprenez bien que de toute façon, encore une fois, vous avez énormément de gens dans ces pays-là qui cherchent des solutions alternatives pour contrer la perte de puissance de leur pouvoir d'achat. Maintenant, une petite nouvelle du côté de la France, ce qu'on appelle les Credit Default Swap. Donc, produit financier qui a été mis sur pied déjà depuis plusieurs années, qui permet de miser sur la hausse ou la baisse de différents produits financiers. Eh bien, on est en train de constater ici que la probabilité de défaillance de la France augmente fortement lorsque c'est considéré par les investisseurs et les spéculateurs dans les marchés boursiers. Donc, on voit clairement là, qu'on commence à avoir des inquiétudes au niveau de l'endettement de la France versus l'Europe. Et d'ailleurs aussi, on voit que la Commission européenne veut maintenant politiser tout ça et prendre le contrôle d'une certaine façon et appliquer des règlements du côté de la France pour faire subir encore une fois le peuple français de l'irresponsabilité de leur gouvernement depuis plusieurs années. Et en terminant, la nouvelle que tout le monde attend, eh bien, semble-t-il que Taylor Swift, vedette populaire, semble-t-il, que j'ai aucune idée de qui elle est. Bah, aucune idée. J'exagère un peu. On a tous entendu parler de Taylor Swift. C'est quand même intéressant que cette jeune femme-là était à la base, du côté américain, une chanteuse de musique country. On comprend que le country, bon, c'est populaire dans certains États américains, mais c'est quand même pas international. Elle a changé son style. Elle est devenue une chanteuse pop. Et là, semble-t-il que sa dernière tournée internationale est tellement forte au niveau économique, elle génère tellement d'économies qu'elle, en fait, ralentit et remet en place la possibilité du côté de la Banque centrale anglaise de diminuer les taux d'intérêt. Écoutez, c'est extraordinaire. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où une vedette, imaginez si Michael Jackson avait eu un impact économique aussi grand aux États-Unis dans les années de la pop, dans les années 80, n'est-ce pas? Aujourd'hui, donc, nous avons des analystes qui ont la conviction profonde que la tournée de Taylor Swift en Grande-Bretagne a empêché, en fait, la coupe des taux d'intérêt de la Banque centrale de Londres et remet tout ça à plus tard, n'est-ce pas? Ce que c'est de toute beauté. Alors, je vais continuer de vous trouver des petites perles pour bien rigoler à chaque semaine. Et écoutez, vous pouvez compter sur moi pour vous présenter une autre vidéo la semaine prochaine, si contenu de qualité il y a. Par contre, c'est intéressant, encore une fois, aujourd'hui, de voir l'augmentation de la volatilité avec une augmentation du prix des matières premières. Le pétrole en tête de liste. Vous avez évidemment aussi l'or et l'argent qui a bougé. On
va voir comment tout ça va se dérouler. Et de mon côté, demain, Journée nationale des communautés autochtones au Canada. Je prends la route avec mon partenaire d'affaires, Brent, et nous allons rencontrer des amis à nous qui sont des communautés autochtones Premières Nations. Nous avons été invités à aller manger avec eux pour célébrer la journée nationale et on va en profiter pour aller passer du temps de qualité avec ces gens-là. Donc, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que la température sera au rendez-vous et on se reparle la semaine prochaine. Merci à tous. Bye bye.